Bonjour, c'est Dr Ben Sadoun. On va voir ensemble donc les diarrhées aiguës infectieuses. Alors donc l'objectif de notre cours, c'est de distinguer ou savoir distinguer une diarrhée aiguë infectieuse des autres types de diarrhée, savoir reconnaître les différents mécanismes d'action et bien sûr savoir aussi reconnaître et faire un diagnostic positif et bien sûr savoir aussi la prise en charge thérapeutique. Alors il faut savoir que les diarrhées infectieuses sont parmi les pathologies les plus rencontrées dans le monde. Et c'est le moyen de consultation le plus fréquemment vu bien sûr en consultation. Et il cause un vrai problème de santé publique dans tous les pays, surtout dans les pays à, disons, faibles conditions d'hygiène, et ils peuvent être dans la plupart des cas bénignes. Mais par contre, ils restent assez graves chez les sujets les plus fragiles, tels que les sujets âgés ou bien les petits-enfants. Et parfois aussi, ils sont fragiles sur les populations qui ont un terrain, bien sûr, particulier, comme par exemple la population à VIH. Et le risque le plus redoutable de ces diarrhées, c'est surtout d'arriver à la déshydratation, qui peut être quand même d'évolution très très défavorable. Alors, l'origine, elle est très diversifiée de ces diarrhées. Donc, la plupart du temps, c'est des diarrhées d'origine bactérienne, mais on peut avoir des diarrhées d'origine virale ou d'origine parasitaire. Les fungiques, ils sont moins fréquemment rencontrés et quand ils se voient, c'est surtout lors d'un terrain particulier. Alors, les diarrhées, ils peuvent être représentatifs par 3 mécanismes physiopathologiques différents. Donc, le mécanisme sécrétoire, le mécanisme invasif ou bien le mécanisme mixte. Et c'est pour cela qu'on aura une diversité des diarrhées suite aux diversités des mécanismes d'action. Mais il faut savoir que le traitement le plus important de toute diarrhée, c'est la réhydratation. Parce que quand on parle de diarrhée, ça veut dire on est en train de parler d'une perte liquidienne. Donc il faudra la compenser. Et donc là, on aura à prendre en considération la réhydratation en premier lieu. Puis, on aura bien sûr le traitement spécifique qui est adapté en fonction du germe en cause. Alors, par définition, c'est quoi une diarrhée? Il faut savoir que la diarrhée, c'est toute émission de sels liquidiennes ou plus ou moins molles de manière quotidienne, de manière fréquente, c'est-à-dire elle doit avoir quand même un nombre assez important de sels, qui peut aller jusqu'à plus de 4 sels par jour. Elles doivent être trop abondantes, quand même, c'est des diarrhées qui peuvent peser au moins 300 grammes par jour ou plus. Et c'est des diarrhées qui apparaissent chez un patient qui n'a jamais eu de problème de transit auparavant. Donc, elles vont survenir de manière aiguë, soudaine, chez un patient qui a un transit normalement dans sa vie, bien sûr, du quotidien. C'est des diarrhées généralement qui sont bénignes, qui ne récidivent pas rapidement et qui sont résolutifs et traitables au bout de maximum de semaines. Et parfois, des diarrhées, ils peuvent bien sûr aller au-delà de cette période. Et ça va être quand même des diarrhées assez persistantes où, bien sûr, les auteurs, ils ont parfois même donné un temps maximal de 1 mois. Donc là, c'est considéré comme des diarrhées aiguës, bien sûr, et la plupart des cas, les diarrhées aiguës sont d'origine infectieuse. Alors, les diarrhées aiguës infectieuses, elles sont dues à des agents pathogènes, bien sûr, qui sont responsables de l'atteinte du tractus digestif. Alors, suite à une transmission orofécale et l'ingestion d'agents pathogènes qui est bien sûr présents dans l'environnement, suite à les mains qui sont souillées ou bien les aliments ou l'eau qui est contaminée, et donc on aura le passage de ces agents-là par la barrière gastrique et ils peuvent facilement, dans certains cas, passer la barrière gastrique et passer le suc gastrique et arriver au niveau intestinal et atteindre le jéjunum et l'iléon. Et au niveau intestinal, ces agents, ils vont exercer un pouvoir pathogène par 3 mécanismes différents. Le premier, c'est plutôt, il y a le mécanisme entéro-invasif, il y a le mécanisme sécrétoire et il peut y avoir le mécanisme mixte qui va associer presque les 2 mécanismes en même temps. Alors donc, pour le mécanisme sécrétoire, qui vont donner les diarrhées sécrétoires, qui sont généralement les plus abondantes, donc ils vont donner ce qu'on appelle un syndrome cholériforme. Donc c'est un syndrome qui a été donné presque
qui a pris le nom du choléra, donc le cholériforme, parce que il va bien sûr montrer le vrai mécanisme sécrétoire. Et bien sûr, même l'exemple, on a pris l'exemple du choléra comme diarrhée sécrétoire. Alors là, c'est des germes qui vont sécréter des toxines qui vont être responsables d'envahir, bien sûr, ou de provoquer un dérèglement au niveau de la muqueuse, au niveau de un dérèglement au niveau de le mécanisme sécrétoire de la cellule entérocytaire. Et donc là, ces entérotoxines, suite à ce déséquilibre qu'ils vont provoquer au niveau de la pompe à ions, il va y avoir donc une sécrétion très abondante d'eau et d'électrolytes, mais sans destruction de la muqueuse intestinale. Et c'est pour cela que cette perte d'eau et d'électrolytes va provoquer donc l'apparition de ces sels hydriques. C'est des sels abondantes, c'est des sels qui parfois peuvent associer à des vomissements et des douleurs abdominales. La présence ou l'absence de fièvre sera en fonction, bien sûr, de l'agent responsable. Et suite à cette émission d'eau et d'électrolytes importantes, et donc là, on aura la complication la plus redoutable qui est la déshydratation. La diarrhée invasive, par contre, c'est un mécanisme tout à fait différent et ça va donner ce qu'on appelle le syndrome dysentérique. Et là, c'est des agents qui sont responsables donc d'un envahissement de la muqueuse intestinale et ils sont des germes entéro-invasifs, comme on a pris l'exemple du Shigella. Alors là, ces germes-là, ils envahissent l'épithélium entérocytaire, ils provoquent une destruction de cette muqueuse intestinale et par conséquent, donc on aura l'émission des selles qui sont tout à fait différentes des selles qu'on connaît. C'est des selles qui ont changé, qui deviennent glaireuses parce que suite à cette destruction d'épithélium, donc il y aura un ravage à l'intérieur donc de la muqueuse et c'est l'émission des mucus qui est bien sûr venue de cet envahissement et cette destruction. Et donc c'est des selles glaireuses, c'est ce qu'on appelle les glaires, et parfois elles sont glaireuses typiquement ou bien glairo-sanglantes suite à bien sûr une petite perturbation au niveau de la vascularisation donc de cet épithélium. Et donc on aura un peu de sang qui va se voir dans les selles et ça va être ce qu'on appelle les selles glairo-sanglantes. Par moment, il peut y avoir des selles plus ou moins d'aspect purulent, mais surtout c'est l'aspect glairo-sanglant qui est le plus caractéristique. Avec bien sûr l'émission de ces selles, il y aura l'association de douleurs abdominales très importante, plus importante qu'auparavant, avec bien sûr la sensation d'étreinte et de ténèse que le malade ressentira avec bien sûr la présence de ce syndrome dysentérique. La fièvre aussi, elle peut être présente comme elle peut être absente en fonction bien sûr de l'agent qui est responsable de ce syndrome dysentérique. Alors, suite à l'émission de ces selles, l'envahissement de cet épithélium digestif, donc la complication la plus redoutable restera soit la perforation, soit l'hémorragie, soit la cholectasie. Le mécanisme mixte, par contre, alors là, c'est le syndrome gastro-entéritique aigu qui va bien sûr donner un envahissement de l'entérocyte, mais sans destruction très importante de la muqueuse intestinale. Et une multiplication de la bactérie au niveau de la sous-muqueuse, avec bien sûr une réaction inflammatoire importante qui va bien sûr provoquer ce syndrome-là. Et parfois, dans certains cas, il y a un risque d'un passage systémique du germe, surtout chez les patients démunis et les patients avec un terrain tel que les immunodéprimés. Et donc là, le tableau clinique il va être très varié. Donc on aura la présence donc des diarrhées banales et des vomissements, des douleurs abdominales d'intensité de modérée à sévère et la présence aussi parfois de fièvre. Donc les diarrhées infectieuses, ils se résument surtout sur les diarrhées invasives ou les diarrhées sécrétoires. Alors là, avec des agents très multiples qui peuvent être bactériens, virales ou parasitaires, le plus souvent, et bien sûr les bactéries restent les plus importantes qui peuvent donner bien sûr ce type de diarrhée. Alors, les bactéries qui sont responsables des diarrhées invasives et qui vont donner un syndrome dysentérique aigu, surtout donc les Salmonella myineurs, les Shigella,
le Campylobacter et les différentes Escherichia coli ainsi que le Clostridium difficile. Le Klebsiella aussi, Oxytoca, ils peuvent donner des diarrhées avec un syndrome dysentérique. Par contre, les autres bactéries telles que les bactéries du choléra, le Vibrio cholérique, ou bien le staphylocoque doré ou l'Escherichia coli entérotoxinogène et le Clostridium perfringens, eux, ils donnent un syndrome vraiment sécrétoire typique cholériforme. Les virus, alors il y a le cytomégalovirus, qui est un virus très redoutable, mais qui se voit surtout chez des patients qui ont un terrain particulier, tels que les immunodéprimés, tels que les patients qui sont, c'est-à-dire qui ont une néoplasie et qui sont sous traitement, et donc ils ont une immunité tellement démunie que ce virus, il peut provoquer chez eux donc une manifestation digestive et donner une diarrhée infectieuse de type invasif. Il y a le rotavirus qui est très fréquemment vu et rencontré surtout sur la population infantile et qui donne des diarrhées sécrétoires, mais d'allure bénigne, qui sont pas tellement importants, mais qui peuvent bien sûr nécessiter une prise en charge précoce, surtout la réhydratation. Les parasites, par contre, il y a l'Entamoeba histolytica, qui est responsable de la diarrhée invasive du syndrome dysentérique, surtout et causée l'amibiase ou l'amibose. Et il y a le Giardia qui a, avec bien sûr le Cryptosporidium et les Iospora qui sont responsables des diarrhées sécrétoires et provoquer un syndrome cholériforme. Donc là, vous voyez que la diarrhée, quand même, a multiples, disons, diagnostics et multiples agents qui peuvent être responsables de cette diarrhée. Alors c'est pour cela que dans 80% des cas, c'est l'origine bactérienne qui est importante. Il y a aussi l'origine virale qui reste aussi importante, donc en fréquence, mais elle est moins dangereuse sauf pour les cas vraiment démunis. Et vous avez l'origine parasitaire et bien sûr l'origine fongique qui ne se voit que sur des terrains bien spécifiques comme par exemple la population VIH. Il y a aussi des cas particuliers, des diarrhées particulières, c'est-à-dire c'est des diarrhées qui surviennent sur un terrain vraiment particulier. Par exemple, chez les VIH, ils ont leur propre tableau diarrhéique qui se voit suite à cette infection à VIH. Comme par exemple les patients qui ont bien sûr un problème néoplasique et qui doivent être mis sous chimiothérapie. Donc la chimiothérapie en elle-même, puisque c'est un traitement lourd, c'est un traitement qui a beaucoup d'effets secondaires, donc ils peuvent, ces malades-là, développer un type particulier de diarrhée. Il y a aussi les diarrhées qui surviennent chez les patients qui sont hospitalisés et qui ont été mis sous un traitement antibiotique quand même d'une longue durée. Ils peuvent donner un type de diarrhée, c'est les diarrhées aiguës nosocomiales. C'est pour cela que la diarrhée reste très variée et il faudra bien sûr, disons, savoir la reconnaître et savoir la distinguer. Alors, dans les diarrhées, bien sûr, sécrétoires, on va prendre un exemple qui est la pathologie la plus répandue et la plus redoutable, qui est le choléra, et qui est malheureusement une infection intestinale aiguë qui est due au Vibrio cholérique et qui sévit jusqu'à maintenant dans le monde. Et même, il y a eu plusieurs épidémies dans le monde, même récemment. Le choléra reste une maladie redoutable. C'est une maladie qui peut survenir à n'importe quel moment, quand les facteurs favorisants, bien sûr, sont là. Et il y a eu dernièrement le choléra dans notre pays, à Blida, et, qui a, disons, quand même eu des cas importants, confirmés, et qui n'a pas pris de l'ampleur, vu la bonne prise en charge, bien sûr, de cette affection à Blida. Alors, c'est pour cela qu'il faudra connaître cette pathologie, quand même, parce qu'elle reste assez importante. Donc, on avait dit c'est une infection bactérienne due au Vibrio cholérique. Elle entraîne, bien sûr, une diarrhée aqueuse, parce qu'elle est d'origine sécrétoire, abondante, ou même très abondante, indolore, ou parfois aussi douloureuse, ça dépend, et avec des vomissements aussi importants. Donc, rapidement, un tableau de déshydratation peut s'installer, qui peut être une déshydratation très grave, et qui peut entraîner des complications, voire même mortelles, si on n'a pas une prise en charge adéquate et précoce. Alors, il faut savoir que dans le choléra, il y a des formes asymptomatiques. Et il y a des personnes qui portent le Vibrio cholérique dans leur selle, mais qui ne présentent aucun tableau clinique. Et c'est eux qui restent quand même la population la plus redoutable parce qu'ils peuvent contaminer les autres sans avoir des signes cliniques. Par contre, il y a les 90% des patients
qui ont, disons, un tableau assez bénin, d'accord, d'une gravité modérée, et qui peuvent bien sûr donner ce type de diarrhée aiguë sécrétoire. Les 10%, ils peuvent donner le vrai tableau du choléra typique, avec bien sûr les signes de déshydratation majeurs qu'il faudra les prendre en charge de manière rapide. Sur le plan épidémiologique, le réservoir reste l'homme. C'est le seul réservoir naturel du choléra. Et ce germe, il est présent dans plusieurs, bien sûr, patients, surtout dans le sel, bien sûr, de ces patients. Il est présent aussi chez les porteurs sains, qu'on a déjà cités, on avait dit qu'ils ne présentent aucun signe clinique, alors que c'est des porteurs sains et qui peuvent être source de contamination. Il est aussi présent chez les convalescents et le plus redoutable, qu'il est présent chez les cadavres. C'est pour cela que le choléra reste une pathologie qui peut prendre un caractère épidémique, un caractère foudroyant, si on ne prend pas en considération le réservoir. La transmission, quand même, elle reste double, directe et indirecte. Alors, le choléra, il peut donc se transmettre par l'eau et les aliments qui sont contaminés. Il peut y avoir une flambée, bien sûr, soudaine de cas suite à une source d'eau qui est contaminée et qui peut provoquer, bien sûr, une épidémie. Le contact direct reste de personne à personne. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un contact direct avec un colérique pour pouvoir, bien sûr, contracter le choléra. Bien sûr, les facteurs favorisants qui vont être en faveur de l'éclosion donc, du choléra, alors reste en premier lieu les mauvaises conditions d'hygiène, c'est primordial. Les facteurs démographiques, ou bien sûr les catastrophes naturelles qui peuvent survenir, par exemple suite à un séisme. Il y a aussi l'absence d'eau pure et les personnes dénutries qui sont très fragiles, et surtout en présence d'un nombre de cadavres. Alors cliniquement, il y a bien sûr la forme la plus importante du choléra, c'est la forme grave, qui va se présenter par un tableau de déshydratation aiguë. Alors, il faut savoir que c'est une maladie infectieuse, donc elle va passer par une incubation, ensuite un début, une phase d'état. Mais le plus important, c'est de savoir que l'incubation, elle reste très courte en cas de choléra. Elle est de quelques jours, au maximum 5 jours. Et l'éclosion va se faire par un début brutal, représenté par des douleurs abdominales importantes, une asthénie bien sûr physique et l'apparition d'une diarrhée. Donc, généralement, c'est l'émission au tout début des selles fécales, mais rapidement, elles deviennent afécales. Elles deviennent très contagieuses et abondantes. Elles peuvent aller jusqu'à les 10 selles par jour et de manière constante. Ensuite, succédera la phase d'état où cette diarrhée, elle devient très importante avec un nombre de selles qui peut aller jusqu'à 30 ou moins plus ou bien incontable. Et l'aspect de cette diarrhée, elle devient caractéristique avec ce qu'on appelle l'aspect odorie. Maintenant, c'est un aspect très typique donc que vous voyez dans la diarrhée du choléra et qu'on ne peut pas la voir ailleurs. Donc, c'est la diarrhée du cholérique et qui est bien sûr redoutable par l'apparition des signes de déshydratation qui deviennent tellement importantes de jour en jour jusqu'à avoir une déshydratation globale qui peut entraîner une répercussion très importante sur l'état général, voire un collapsus cardiovasculaire et le décès donc du patient. Mais devant ce tableau, que quand même il nous paraisse un peu grave, l'état général reste, la conscience, elle reste présente et il n'y a pas de fièvre dans le choléra. Donc, absence de fièvre dans le choléra. Alors, comment poser le diagnostic positif? Donc, il va se baser sur tous les arguments qu'on connaît déjà. Donc, les arguments épidémiologiques, il faudra toujours s'intéresser à poser la question donc, de cas similaires dans l'entourage, de la zone d'endémicité, et on est en zone d'endémicité du choléra, et bien sûr la présence de cas similaires, bien sûr, qui est très importante. Alors, sur le plan clinique, c'est surtout le tableau clinique qui est fait d'une diarrhée spécifique, d'un tableau diarrhéique spécifique, avec bien sûr les signes de déshydratation. Et sur le plan biologique, c'est surtout la mise en évidence du vibrion cholérique dans les selles par des examens appropriés. Et bien sûr, cela se fait par la coproculture qui va mettre en évidence rapidement le germoncose et bien sûr reconnaître le vibrion cholérique pour pouvoir après le traiter. Le diagnostic différentiel sera devant la possibilité d'éliminer tous les autres types de diarrhées liquidiennes de type sécrétoire pour ne pas passer à côté. Alors le traitement, il doit être rapide dans le choléra, il doit se baser sur la réhydratation qui doit être précoce
elle doit être correcte et elle doit être bien surveillée. Et c'est pour cela que cette réhydratation, elle se fait suite, bien sûr, à l'installation du malade sur un lit spécial qu'on appelle le lit du cholérique. Pour pouvoir, bien sûr, surveiller cette réhydratation et surveiller toute compensation qu'on est en train de faire des solutés que le malade a perdues pendant les diarrhées ou bien les vomissements. La hydratation, elle est double, elle est orale et parentérale, mais surtout la parentérale parce qu'elle va donner une efficacité rapide et elle se fait grâce à des solutés vraiment spécifiques pour le choléra et des solutés qui sont très riches en, bien sûr, côté liquidien et le côté d'électrolytes pour pouvoir compenser toutes les pertes. Et parfois, dans les épidémies du choléra, on utilise une soluté, disons de lactate ringère, qui est une soluté appropriée, qui est riche en soluté et riche en électrolytes dont le patient a besoin. Et là, on évitera donc le passage à la déshydratation qui peut donner bien sûr une évolution défavorable. Mais à condition que cette réhydratation, elle doit être très rapidement faite et bien sûr contrôlée. À ne pas oublier que la réhydratation orale aussi, elle a son importance et on peut aussi l'associer en absence de vomissement. Alors, le traitement spécifique et le traitement antibiotique viendra en deuxième lieu. En premier lieu, c'est surtout la réhydratation qui est importante. Alors, en deuxième lieu, c'est l'antibiothérapie qui reste accessoire et qu'elle est donnée suite à une famille d'antibiotiques qu'on appelle les tétracyclines pour une durée qui n'excède pas les 5 jours. Alors, la prophylaxie, bien sûr, elle reste très très importante en association avec le traitement curatif. Et donc, il faudra en premier lieu déclarer la maladie pour entamer une enquête épidémiologique et savoir bien sûr la source et bien sûr la traiter et la juguler. Ensuite, on a l'isolement du malade qui reste très très important. Le cholérique est très contagieux, donc c'est pour cela que l'isolement est strict. Et la désinfection générale de tout ce qui entoure les malades pour pouvoir faire une bonne prise en charge thérapeutique et préventive. Pour les diarrhées invasives, donc là, c'est, disons, on a pris l'affection qui est l'amébose ou bien l'amibiase et qui est une affection très répandue dans d'autres pays et très fréquente. Et c'est une parasitose qui est due à un parasite qu'on appelle le parasite amibien, c'est l'Entamoeba histolytica. C'est une parasitose humaine qui est très fréquente dans les pays sous-développés et qui est une maladie liée au péril fécal. Donc, l'atteinte colique donc intestinale, elle est très fréquente, mais il peut y avoir d'autres atteintes, d'autres localisations ultérieures, donc d'origine viscérale, suite à la dissémination du parasite. Alors, sur le plan épidémiologique, le parasite responsable, c'est l'Entamoeba histolytica, qui est un protozoaire avec 3 aspects différents. Il a une forme kystique, et c'est une forme qui se voit donc du parasite, mais dans le milieu extérieur. Par contre, il a 2 formes végétatives, la forme minuta et la forme histolytica. La forme minuta, c'est la première forme qui se voit à l'intérieur du corps humain une fois que le parasite est pénétré le corps, et c'est une forme qui n'est pas très très grave. Ensuite succédera la transformation vers la deuxième forme végétative qui est la forme histolytica, qui est la forme qui va causer le syndrome invasif. Le réservoir restera, c'est un réservoir humain. La transmission est double, directe et indirecte. Alors, la transmission directe, il faut qu'il y ait un contact direct avec le malade et bien sûr avoir un contact direct avec ses selles contaminées. Mais la transmission indirecte, c'est suite à l'ingestion d'aliments ou bien de d'eau, les aliments ou l'eau souillée par les selles. Et donc, ça, c'est les 2 moyens de transmission. Alors, après la pénétration ou bien après la contamination donc du malade par ce parasite, le parasite, il passe le tube digestif, il passe donc la barrière gastrique, il peut même passer au-delà de ce suc gastrique et atteindre bien sûr le côlon. Mais quand il va pénétrer sous forme kystique, mais rapidement, il va se transformer en une forme végétative, la forme minuta. Et donc, l'infection par l'Entamoeba histolytica minuta reste une infection asymptomatique et c'est ce qu'on appelle l'amibiase infestation ou l'amébose infestation. Par contre, rapidement, cette forme minuta se transforme en forme histolytica, on aura l'infection par l'Entamoeba histolytica histolytica. Et donc, c'est une forme
qui est transformée et qui est responsable de la maladie par, bien sûr, l'invasion de la muqueuse intestinale et elle va créer des ulcérations au niveau de la paroi colique. Ce syndrome dysentérique, elle va provoquer et donc avoir l'amibiase maladie ou l'amébiose maladie. Donc, l'entamoeba responsable de la maladie, c'est l'entamoeba histolytica histolytica. Alors, parfois, cette entamoeba histolytica histolytica, il peut migrer par, bien sûr, le passage systémique et prendre la voie hématogène et aller à d'autres localisations et localiser ailleurs, au-delà du côlon. Ils peuvent aller jusqu'au foie ou bien parfois au poumon. Alors, cliniquement, on a le tableau le plus typique qui est l'amébiose ou l'amibiase colique aiguë. Alors là, elle peut se présenter sous deux formes différentes. On a la forme diarrhéique qui reste la plus fréquente, la moins, importante. Mais elle est faite donc de colique intestinale avec l'émission des selles diarrhéiques. Mais elle peut prendre confusion avec les autres pathologies diarrhéiques. Pour cela, il faut vraiment un interrogatoire minutieux et bien sûr une enquête épidémiologique importante. La forme dysentérique, par contre, aiguë, c'est une forme typique du syndrome dysentérique aigu, et donc elle va se présenter par l'apparition d'un début brutal, avec des douleurs abdominales. Un syndrome dysentérique fait d'épreinte et de ténesme, associés à des selles fécales glérosanglantes. Et donc le patient va présenter donc ce type de selles glérosanglantes avec des douleurs très très importantes abdominales, et même des douleurs au-delà des douleurs abdominales, c'est surtout l'épreinte et les ténesmes. Ça se représentait chez le patient par une envie impérieuse d'aller à la selle. Il faudra qu'il passe à la selle rapidement. Et une fois qu'il est à la selle, il va vraiment avoir quand même une sensation de douleur au niveau du sphincter anal et ça va être représentatif donc de l'épreinte et le ténesme. Alors, dans les deux formes, que ce soit dysentérique ou diarrhéique, alors l'état général reste quand même assez conservé et il n'y a pas de température dans la parasitose amibienne. L'évolution quand même, elle reste favorable sous traitement. Par contre, maltraitée par un diagnostic retardé ou bien une mauvaise prise en charge thérapeutique, elle peut évoluer vers la dissémination et l'apparition de localisations viscérales autres que le côlon, donc c'est surtout hépatique et pulmonaire. Et c'est pour cela que parfois on craint l'amibiase hépatique ou l'amébiose hépatique, qui est une double localisation donc, et qui est due à donc la dissémination du parasite. C'est une forme qui est la plus fréquente des localisations extra-intestinales et elle est faite d'un tableau tout à fait différent du premier tableau colique. Donc, on avait dit que dans le tableau colique, il n'y avait pas de fièvre, l'état général est conservé et il y a un tableau digestif. Par contre, dans la localisation hépatique, rapidement, l'état général s'altère, le patient ressentira une fièvre brutale, anarchique, avec présence de douleur au niveau de l'hypocondre droit et quand on fait un examen physique, on retrouvera une hépatomégalie. Alors, si on a l'opportunité de faire une radiographie, donc on va retrouver un abcès hépatique. C'est une collection liquidienne purulente qui est due au parasite et qui a un aspect de couleur chocolat. Donc cette localisation, elle peut se voir aussi au niveau du poumon et on peut avoir donc les mêmes signes mais sur le plan respiratoire avec l'apparition de la douleur, de l'état général altéré et d'une douleur au niveau du poumon et d'un abcès pulmonaire qui a dans le même caractéristique. Alors, comment poser le diagnostic? Donc, le diagnostic positif, il est posé sur les arguments épidémiologiques et cliniques. Bien sûr, la notion de endémicité, le contact avec les sujets malades, le tableau clinique qui est fait du syndrome dysentérique ou de la diarrhée donc de type dysentérique et les arguments biologiques dans l'amibiase, bien sûr, intestinale ou colique, on a une formule numération sanguine qui est tout à fait normale et qui peut être modifiée quand on a une localisation extra-intestinale, hépatique ou pulmonaire. La parasitologie des selles reste un examen clé par la mise en évidence de l'amibe dans les selles et elle est très importante pour poser le diagnostic dans l'amibiase intestinale. Par contre, dans l'amibiase viscérale, alors on peut faire une sérologie amibienne qui peut être positive et qui peut être très importante comme argument biologique. Le diagnostic différentiel,
se posera avec tous les autres types de germes qui peuvent donner le même tableau de syndrome dysentérique et des diarrhées invasives, mais qui peuvent être aussi différentes, comme les salmonelles mineures ou bien les shigelloses. Et en cas d'abcès, il faudra éliminer aussi tous les abcès apiogènes, les abcès, bactériens, ou bien le kiss hydatique infecté, avant, bien sûr, de parler ou, de mettre le diagnostic de l'abcès amibien. Alors, comment traiter l'amibiase? Donc, l'amibiase colique ou l'amébose colique, on va la traiter par des anti-amibiens, surtout donc le métronidazole, qui est connu par le nom du Flagyl, et qui est donné en comprimé, et qui a une action très très importante et rapide, et pendant une dizaine de jours, on donnera 30 mg par kilo par jour, donc de ce métronidazole en comprimé, qui passera directement donc aux intestins. Par contre, l'amibiase hépatique, donc c'est le même traitement par le métronidazole, mais à usage parentéral. Et on donnera 2 grammes par jour, associé à une antibiothérapie dans la plupart des cas. Et parfois, on craint l'évolution donc de cet abcès, qu'on doit le suivre bien sûr de manière rigoureuse. Et quand l'évolution elle n'est pas favorable et que l'abcès persiste dans le temps, il faudra faire un drainage chirurgical pour pouvoir bien sûr traiter convenablement l'abcès. En même temps, on a la prévention qui reste surtout sur l'hygiène et qu'il faudra respecter toutes les mesures d'hygiène individuelles et collectives pour éviter cette pathologie. Alors en dernier, les mécanismes mixtes. Donc les mécanismes mixtes, on l'avait dit, qui donnent le syndrome gastro-entéritique. Alors là, c'est des germes qui sont responsables donc de presque un tableau associé aux 2 autres tableaux qu'on a déjà cités et qui vont donner donc un tableau de diarrhée, surtout les salmonelles, les Yersinia, les campylobactères et les Escherichia coli entéropathogènes. Alors en conclusion, donc les diarrhées aiguës sont presque toujours d'origine infectieuse. Elles sont d'origine bactérienne dans 80% des cas et d'origine virale dans 40% des cas. Il faut savoir qu'ils représentent quand même une importance quand même non négligeable dans les pays en voie de développement. Ils représentent la première cause de mortalité infantile dans le monde, plutôt dans ces pays donc de mauvaise hygiène et en voie de développement. Dans les pays développés, par contre, ils sont presque bénignes et ils guérissent spontanément. Il est important de reconnaître les formes sévères qui doivent nécessiter un traitement adéquat et parmi eux surtout la réhydratation. Et il faudra savoir qu'on a différentes germes et des pathologies très diversifiées, depuis le tableau invasif jusqu'à le tableau sécrétoire. Et c'est pour cela que reconnaître une diarrhée, savoir la diagnostiquer, savoir de la prise en charge reste primordial pour éviter toute complication. Et je vous remercie.